10 millions d'oiseaux surgissent au-dessus d'un territoire que l'on disait stérile, et pourtant quelque chose se met à bouger. En 3 mois, dans un Burkina Faso encore décrit comme dépendant et fragile, des couvoirs surgissent partout et bousculent les courbes de dépendance alimentaire. Que change concrètement, pour celles et ceux qui espèrent un avenir plus stable, la stratégie d'Ibrahim Traoré qui parie sur des ailes plutôt que sur des machines ? Dans ce désert que l'on croyait figé, une expérience discrète commence déjà à réécrire le récit de la souveraineté. Le pari posé dans les villages du Sahel ne repose pas sur le spectaculaire, mais sur une logique de risque maîtrisé. Si les sols continuent de s'appauvrir, le pays restera dépendant des cargaisons venues d'ailleurs. La promesse du programme est simple. Offrir une autonomie durable fondée sur la vie locale. Une ambition qui transforme chaque oiseau élevé en unité de résilience. Cette perspective attire l'attention parce qu'elle déplace la conversation non plus autour des machines ou des financements extérieurs, mais autour d'un cycle biologique que les familles peuvent contrôler elles-mêmes. La menace, elle, est claire. Sans rupture méthodique, la dépendance alimentaire étoufferait encore davantage les marchés ruraux, les budgets municipaux et les perspectives des jeunes. C'est ici que le programme trouve sa force, en proposant une stratégie qui ne promet pas des miracles rapides, mais une progression régulière, palpable dans les gestes quotidiens. Une micro-hook s'impose alors: si 10 millions d'oiseaux peuvent déjà modifier le rythme d'un désert, que pourrait accomplir un pays entier lorsqu'il reprend le contrôle de sa subsistance ? Le basculement a eu lieu plus tôt qu'annoncé. En 3 mois seulement, les communautés rurales ont construit plus de 600 couvoirs, dépassant toutes les prévisions établies. Ce mini-reveal, modeste en apparence, fissure les anciennes grilles de lecture et replace le Burkina Faso dans une dynamique que peu avaient anticipée. Derrière cette accélération inattendue se déploie une chaîne de causalité précise, des familles motivées par la nécessité, des gestes répétés qui deviennent méthodes et une transition qui gagne en densité à mesure que les villages adoptent les cycles biologiques maîtrisables. La propagation commence dans les premiers hameaux, où les pintades cessent d'être une simple ressource agricole pour devenir un instrument de survie. Les sols brûlés retrouvent une respiration ténue, les enfants restent davantage au village pour apprendre à compter les couvées, et les marchés commencent à proposer les premiers produits issus de la protéine verte. Dans ce mouvement encore fragile, Ibrahim Traoré ne parle pas de symboles. Il insiste sur une souveraineté vécue, ancrée dans les gestes plutôt que dans les discours. Les villages de Dorikaya et d'Arbinda incarnent cette dynamique, transformant des abris précaires en laboratoires communautaires où chaque œuf représente une promesse partagée. Les coopératives locales renforcent cette logique en coordonnant les échanges, en instituant des pratiques robustes et en maintenant un rythme qui n'a pas besoin de technologies coûteuses pour perdurer. Les rires des enfants remplacent le silence lourd des saisons mortes, et les familles découvrent que chaque cycle de reproduction constitue une forme d'assurance contre les aléas climatiques. Cette recomposition lente mais continue redéfinit les contours de la souveraineté, non pas depuis les capitales, mais depuis les gestes simples exécutés dans les villages. Une transition discrète s'ancre ainsi dans le Sahel. Moins d'assistance, plus de liens, moins d'importation, plus de cycles vivants, moins de dépendance, plus de maîtrise locale. À ce stade, la question ouverte en P1 trouve un début de réponse. Un peuple capable de régénérer son propre rythme peut progressivement transformer le désert en espace de souveraineté. Le programme trouve ses premiers repères dans les gestes de ceux qui l'ont expérimenté avant qu'il ne devienne un phénomène national. À Dorikaya, un agriculteur raconte comment les pintades ont modifié son rapport à la terre. Il ne s'agit plus seulement de survivre à la saison sèche, mais de réapprendre un cycle précis, nourrir les oiseaux, collecter les œufs, fertiliser les sols. En quelques semaines, dit-il, la terre respire différemment. Une intuition qui rejoint les relevés plus tardifs sur la régénération biologique. Cette micro-histoire, simple mais rigoureuse, incarne la manière dont un geste répété peut devenir une méthode durable. À Arbinda, une mère de famille partage une expérience semblable. Les premières couvées ont remplacé l'attente des camions d'aide et redonné un rôle central aux enfants qui participent désormais à l'élevage. La pintade n'est plus un oiseau parmi d'autres. Elle relie les générations,
crée une continuité dans un paysage longtemps marqué par la rupture et réduit la dépendance aux flux extérieurs. Les coopératives locales orchestrent ces changements en organisant les naissances, en comptant les œufs et en répartissant les couvées entre les foyers. Dans ces récits, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît en arrière-plan, non comme un symbole lointain, mais comme la voix qui a posé une ligne directrice simple. Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer. La force du programme tient précisément à cette logique. La souveraineté naît au niveau du foyer, dans des gestes humbles, patientes et reproductibles. Et l'impact précoce, visible dans les villages du Nord, rappelle une vérité directe. La transformation commence là où le vivant reprend souffle. Le déclencheur apparaît au début de 2025, lorsqu'une phrase simple traverse les villages du Nord « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer ». Elle circule d'abord entre agriculteurs, puis gagne les radios locales. Elle agit comme un signal faible, presque anodin. Pourtant, elle déclenche une chaîne d'événements qui va remodeler le Sahel. Le paysage, longtemps soumis aux sécheresses successives, commence à bouger. Dans les premiers jours, les abris de fortune se transforment en couvoirs rudimentaires. Les familles improvisent des espaces de reproduction, apprennent à réguler la chaleur, organisent la collecte. Les enfants observent, puis participent, puis dirigent des tâches simples. Le désert, silencieux depuis des saisons, se laisse gagner par un rythme nouveau. La transition, encore fragile, se met en place sans éclat. Le mouvement s'accélère lorsque les coopératives locales s'emparent de la méthode. Elles coordonnent les naissances, comptent les œufs, répartissent les couvées entre les foyers. Cette organisation, improvisée d'abord, devient une structure. Les communautés n'attendent plus les cargaisons importées. Elles produisent, échangent et stabilisent leurs flux. Le point d'inflexion arrive lorsqu'un premier relevé fait état d'une progression rapide des couvoirs. En 3 mois, 600 unités surgissent. Ce chiffre dépasse toutes les prévisions. Il oblige les observateurs extérieurs à revoir leur modèle. La dynamique cesse d'être marginale et devient une courbe lourde. Le haut du cycle se produit dans les semaines suivantes. Les foyers élèvent quelques oiseaux chacun. Les coopératives naissent presque spontanément. La reproduction explose. Les marchés régionaux introduisent les premiers produits issus de la protéine verte. La sensation d'un tournant gagne les familles. Les sols se régénèrent. Les enfants restent davantage au village, les importations diminuent, les cycles biologiques remplacent les attentes passives. Certains analystes sceptiques révisent leur position devant 2 évolutions concrètes. La baisse de la dépendance alimentaire devient mesurable. La chute des pertes de bétail causées par les insectes surprend les spécialistes. Ces effets ne sont plus des symboles, ce sont des faits. La reproduction maîtrisée crée un second souffle. Au cœur de ce moment, une image circule. Un garçon relâche quelques oiseaux au lever du jour. Son père commande d'une phrase qui deviendra repère moral. « Nous n'avons pas besoin de permission pour vivre ». Cette idée, simple et tenace, renforce l'élan collectif. Elle transforme chaque geste en affirmation de souveraineté. Elle donne un axe au récit. La retombée n'est pas un ralentissement, c'est une stabilisation. Les marchés vendent des produits locaux. Les jeunes construisent des incubateurs artisanaux. Les radios diffusent des conseils agricoles au lieu des bulletins d'aide. Le modèle d'assistance perd son pouvoir. Le modèle d'autonomie gagne du terrain. Une économie du vivant, fragile mais tenace, prend forme. Elle se diffuse, elle se défend. Dans cette séquence complète, déclencheur, haut de cycle, retombée, une certitude s'impose. La transformation n'est ni miraculeuse ni théorique. Elle est fabriquée par des gestes répétés ancrés dans la terre. Elle réoriente le pays depuis ses marges vers son centre. Et derrière cette trajectoire se dessine une conviction portée discrètement par Ibrahim Traoré. La souveraineté commence là où les communautés reprennent le rythme du vivant. La ligne de base s'établit dans un Burkina Faso longtemps dépendant des cargaisons venues d'ailleurs. La progression restait lente, presque immobile, jusqu'au moment où un mouvement discret a commencé à remodeler les habitudes. Les premiers relevés coopératifs décrivent une économie rurale encore fragile, structurée par les importations et les cycles d'assistance. Cette situation constitue le point de départ nécessaire pour mesurer les deltas qui vont suivre. Elle sert de repère avant l'accélération. Le premier chiffre marque une inversion inattendue. La dépendance alimentaire chute de 12% en 6 mois.
Ce recul brusque révèle un transfert d'habitudes bien ancré dans les villages, les coopératives enregistrent les flux, les familles comptent les œufs et les marchés réorganisent leurs étals. La mécanique quotidienne se transforme. Le pays découvre une marge de manœuvre nouvelle. La dynamique se confirme avec un indicateur plus spectaculaire. La fertilité des sols augmente de 40% en 18 mois. Cette progression rapide traduit la capacité du vivant à se reconstituer. Les fientes enrichissent les terres, les herbes reprennent, les pousses se multiplient. Les agriculteurs parlent d'un sol qui recommence à respirer. La sécheresse cesse d'être un horizon fixe. Le troisième chiffre complète la grille de lecture, les importations de viande reculent de 22% dans les zones rurales. Ce changement structurel montre que la souveraineté alimentaire cesse d'être un concept. Les marchés vendent davantage de produits issus des élevages villageois. Les familles dépendent moins des circuits extérieurs. L'économie locale gagne en densité. Ces trois deltas composent une trajectoire cohérente. Ils ne racontent pas un miracle, mais une mécanique organique. Ils montrent comment la répétition des gestes construit une force statistique. Les cycles biologiques, maîtrisés au niveau des foyers, deviennent des leviers économiques. Le pays avance par accumulation. Cette lecture quantitative aide à comprendre pourquoi le programme dépasse le strict cadre agricole. Il installe une discipline collective fondée sur des gestes reproductibles. Il génère des effets visibles sans recourir à des machines coûteuses. Il consolide des pratiques locales capables d'absorber les variations climatiques. Il fournit un socle qui échappe aux aléas extérieurs. Dans cette progression, la parole d'Ibrahim Traoré se superpose discrètement aux données. Elle structure une manière d'interpréter les chiffres sans les forcer. Elle rappelle que la souveraineté se construit par étapes mesurables. Elle met en avant la cohérence d'un modèle né dans les villages. Elle éclaire la stabilité du mouvement. Ce bloc de données, pourtant modeste, modifie la perception régionale. Les partenaires extérieurs observent une économie qui respire autrement. Les coopératives renforcent l'autonomie grâce à des cycles prévisibles. Les familles stabilisent leurs revenus autour des couvées. Les marchés gagnent en épaisseur locale. Ainsi, la dimension quantitative ne sert pas à impressionner. Elle sert à prouver que le désert peut se réorganiser lorsqu'on lui restitue son rythme naturel. Elle rend visibles les effets d'un modèle fondé sur la répétition. Elle traduit le mouvement en trajectoire, et elle prépare le terrain pour les débats qui vont suivre. La première critique émane d'économistes occidentaux pour qui un élevage diffus de pintades ne pourrait pas soutenir durablement la sécurité alimentaire d'un pays entier. Ils redoutent la fragmentation des unités de production, la variabilité des rendements et l'impossibilité de standardiser les cycles biologiques. Selon eux, un modèle éparpillé risquerait toujours de rester fragile, exposé aux sécheresses, sensible aux fluctuations naturelles et vulnérable aux aléas que les machines savent mieux absorber. Pour ces analystes, les gains observés ne seraient que ponctuels. Ils ne pourraient, selon cette lecture, franchir le seuil structurel qui sépare l'autonomie locale d'une indépendance réelle. La seconde critique porte sur un autre point, la supposée dépendance à une seule espèce. Cette position considère qu'un programme centré sur la pintade reposerait sur un élément biologique unique, potentiellement instable. Un changement climatique, un cycle migratoire imprévisible ou une maladie pourrait perturber l'équilibre. Dans cette perspective, la stratégie paraîtrait romantique plutôt que résiliente. Elle manquerait de profondeur systémique. La réponse se trouve pourtant dans les observations du terrain. Les villages n'utilisent pas la pintade comme une monoculture, mais comme un catalyseur inséré dans un système plus large. Les cycles de reproduction fertilisent les sols, réduisent les insectes dévastateurs et soutiennent les cultures locales. Les coopératives organisent la distribution, stabilisent les flux, structurent le troc. Cette architecture diffuse élimine les points de rupture centralisés. Elle transforme la diversité des usages en source de stabilité. Les résultats quantitatifs renforcent cette lecture. La baisse de 12% de la dépendance alimentaire en 6 mois confirme qu'un cycle reproductible peut déplacer l'équilibre. L'augmentation de 40% de la fertilité des sols montre que le système se nourrit de lui-même. La réduction de 22% des importations de viande traduit une souveraineté qui prend forme dans les marchés ruraux. Ces deltas ne contredisent pas les critiques, ils les absorbent et les redirigent. Ils montrent qu'un modèle considéré comme fragile peut devenir robuste, justement parce qu'il repose sur une multitude de gestes distribués.
Dans ce débat, la voix d'Ibrahim Traoré intervient avec sobriété. Elle ne cherche pas à opposer une vision à une autre. Elle rappelle que la résilience naît moins de la puissance technologique que de la capacité d'un peuple à répéter un geste qui fonctionne. Et c'est précisément cette répétition qui, aujourd'hui, démontre sa force. Le désert bouge. Cette phrase, prononcée calmement par Ibrahim Traoré au milieu du programme, marque un point de bascule que les observateurs n'avaient pas anticipé. Les satellites commencent à enregistrer des stries vertes longeant les routes migratoires des pintades comme si le vivant réécrivait ses propres itinéraires. Ce détail, presque anecdotique, modifie pourtant la compréhension du projet. Il ne s'agit plus seulement d'un mouvement humain, mais d'un processus où la nature elle-même participe à la reconstruction. Les scientifiques, d'abord prudents, observent le phénomène sans pouvoir en épuiser les ressorts. Les villages y voient un signe, les oiseaux se dirigent spontanément vers les zones où la restauration est la plus nécessaire. Dans la région de Dori, un agriculteur résume la scène par une phrase brève « Ils vont là où la vie manque ». Cette observation change l'angle du récit. Elle confère au programme une dimension semi-autonome. Le midpoint se dessine ainsi. Le projet cesse d'être une politique agricole pour devenir un mouvement alimenté par les cycles du vivant. La souveraineté n'est plus seulement construite, elle commence à se propager. Et cette propagation, diffuse mais lisible, annonce une phase où les communautés ne suivent plus seulement une méthode, mais un rythme élargi qui dépasse leur seule intention initiale. Dans les campagnes, les effets du programme apparaissent immédiatement à travers une modification profonde des rythmes de travail. Les familles élèvent les pintades comme une extension naturelle de leurs activités agricoles, intégrant les cycles de reproduction aux tâches quotidiennes. Les sols longtemps appauvris se reconstituent progressivement grâce à une fertilisation organique maîtrisée. Les enfants restent davantage au village parce que l'élevage leur donne un rôle clair dans une économie renaissante. Le paysage agricole bascule doucement vers une autonomie fondée sur la biologie locale. L'impact économique dépasse rapidement les foyers et gagne les coopératives. Elles organisent la reproduction, gèrent les flux, stabilisent les échanges et structurent les trocs. Les importations de viande reculent, tandis que de petites entreprises apparaissent autour de la transformation des plumes, des œufs et des déchets organiques. Le recul de la dépendance extérieure libère des ressources financières pour d'autres activités rurales. Une économie du vivant, encore fragile, gagne en densité et en prévisibilité. Les conséquences sociales se remarquent dans les comportements quotidiens. La malnutrition infantile diminue et les médecins observent une meilleure résistance chez les enfants. Les communautés abandonnent le langage de la dépendance et adoptent celui de la souveraineté, construite jour après jour. Les femmes jouent un rôle décisif, elles organisent les couvées, transmettent les méthodes et deviennent des figures de référence dans les villages. Cette dynamique renforce la cohésion sociale et recompose les liens intergénérationnels. L'influence régionale du Burkina Faso change la perception du Sahel. Des délégations du Mali, du Niger et du Tchad observent la logique du modèle, cherchant à comprendre comment une approche fondée sur les cycles biologiques peut absorber les chocs environnementaux. Les organisations régionales évoquent la possibilité d'une diplomatie écologique centrée sur la régénération des terres. Cette visibilité nouvelle réoriente certains récits médiatiques, transformant une zone souvent décrite comme vulnérable en laboratoire de souveraineté locale. Au cœur de cette recomposition, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré devient un repère discret mais solide. Ces 4 niveaux composent un ensemble cohérent. Ils montrent que les effets du programme ne se limitent pas à une dimension technique. Ils s'étendent de la parcelle familiale jusqu'aux discussions régionales, reliant le geste individuel au mouvement collectif. Ils prouvent qu'un modèle simple, fondé sur la répétition et la maîtrise du vivant, peut modifier des structures entières sans recourir à des machines coûteuses. Et c'est cette cohérence, à la fois locale et transversale, qui prépare la suite du récit. Dans les mois à venir, le Burkina Faso stabiliserait les acquis de la protéine verte grâce à la régularité des cycles biologiques. Les coopératives renforceraient leurs pratiques, structurant mieux la répartition des couvées et l'organisation des flux. Les revenus agricoles progresseraient de manière modérée, portés par la diminution continue des importations et par l'augmentation des unités de reproduction locales.
Les universités commenceraient à structurer des formations sur la biologie communautaire, consolidant une expertise centrée sur la gestion du vivant. Dans ce scénario, l'essentiel réside dans la constance. Un pays avance sans éclat, mais sans recul. Le modèle burkinabé pourrait inspirer les pays voisins. Le Mali, le Niger et le Tchad enverraient des délégations plus régulières pour observer l'organisation interne des villages. Des réseaux de reproduction transfrontaliers se constitueraient, créant une coordination sahélienne autour de la régénération des terres. Les programmes d'aide réorienteraient leur financement vers les infrastructures rurales, laissant la priorité aux pratiques locales. Dans cette hypothèse, les oiseaux de liberté deviendraient un symbole partagé et le Burkina Faso se transformerait en laboratoire continental. Une sécheresse prolongée ou un changement brutal dans les cycles migratoires pourrait fragiliser les couvées. Les oiseaux se disperseraient trop loin des zones d'élevage et certaines communautés perdraient leurs principales ressources alimentaires. Le modèle resterait pertinent sur le plan moral car il aurait restauré la capacité à produire sans dépendre. Cependant, la progression structurelle ralentirait. Les acquis sociaux et organisationnels subsisteraient. Les coopératives, les savoirs transmis et les pratiques d'échange ne disparaîtraient pas. La question n'est pas de décider lequel de ces chemins prévaudra. Elle consiste à comprendre comment un système fondé sur le vivant peut absorber les chocs. Penser les prochains mois revient à accepter que la souveraineté ne dépend pas de la certitude, mais de la capacité à ajuster ses gestes lorsque la Terre change de rythme. Dans cette logique, la voix d'Ibrahim Traoré rappelle un principe sobre. Une nation progresse lorsqu'elle maîtrise les cycles qu'elle peut réellement entretenir. Les agriculteurs, les familles rurales et les jeunes qui restent au village perçoivent le programme comme une manière de reprendre prise sur le réel. Ils n'ont pas besoin d'abstraction. Ils voient la différence au lever du jour, lorsque les œufs remplacent l'attente et que les champs changent subtilement de teinte. Pour eux, la souveraineté n'est pas un concept politique, mais une réponse concrète à la question de nourrir leurs enfants. Le geste répétitif devient un filet de sécurité. Les artisans, les petites entreprises rurales et les coopératives découvrent dans le modèle un espace d'innovation accessible. Ils transforment les plumes en isolants, réutilisent les déchets organiques et construisent des incubateurs artisanaux. Cette économie émergente apporte une stabilité que les importations n'offraient jamais. Les revenus gagnent en prévisibilité et les activités locales se densifient. Une forme de confiance renaît dans les marchés ruraux. Les étudiants, les enseignants, les jeunes citadins et les voies régionales voient dans l'exemple burkinabé la preuve qu'une solution locale peut rivaliser avec des modèles importés. Ils reconnaissent dans la progression du programme une démonstration de cohérence. Un pays qui s'appuie sur sa mémoire et sur la terre peut redéfinir sa manière d'avancer. Pour une génération en quête de stabilité, ce récit devient un repère. Il offre une direction, même à distance. Ces trois ensembles montrent à quel point le programme dépasse et la technique. Il touche les gestes, les imaginaires et les attentes. Il redonne un axe dans un environnement instable et au fil de cette trajectoire, la voix d'Ibrahim Traoré circule comme un fil discret qui relie les villages à ceux qui les observent. Le programme ne peut durer que s'il repose sur une architecture précise, structurée autour d'acteurs clairement identifiés et d'indicateurs mesurables. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. La souveraineté n'est pas un horizon abstrait, mais une méthode qui se construit étape après étape. Chaque région doit disposer de centres de formation où les jeunes apprennent la gestion des couvées, la reproduction et l'organisation des flux. Ces hubs servent d'appui technique pour stabiliser les pratiques. Indicateurs, nombre de foyers accompagnés et taux de reproduction maintenus. Il s'agit de créer des puits, des circuits de distribution courts et des systèmes d'irrigation adaptés au Sahel. Ces infrastructures réduisent la dépendance logistique. Indicateurs. Temps nécessaire pour acheminer les produits villageois vers les marchés. Des incubateurs artisanaux, des outils de comptage simples et des applications locales permettent d'améliorer les rendements sans rompre avec les équilibres naturels. Indicateurs, régularité des cycles et tardo de perte réduit. Il faut diffuser les récits, expliquer les méthodes et ancrer la souveraineté dans les langues locales. La pédagogie devient un levier collectif.
Indicateur nombre de programmes diffusés et niveau de participation communautaire. Des systèmes d'épargne et de microcrédit centrés sur les couvées permettent d'étendre le modèle sans dépendre de fonds extérieurs. Indicateur volume d'épargne communautaire et croissance des couvoirs autonomes. Ces 5 étapes composent un schéma d'action durable. Elles transforment une intuition en méthode reproductible. Elles permettent à chaque village de construire sa part de souveraineté à un rythme maîtrisé. Dans les villages du Nord, les premiers gestes demeurent la clé de lecture la plus sincère du programme. On y retrouve l'agriculteur de Doricaya qui parlait d'un sol qui respire autrement et la mère d'Arbinda qui voyait ses enfants rester pour compter les couvées. Ces récits simples, presque fragiles, reviennent comme des points d'ancrage à mesure que le mouvement gagne en ampleur. Ils rappellent que la transformation n'a jamais commencé dans les capitales, mais dans des abris modestes, sous des toits de terre, là où la patience devient une forme d'avenir. Cette continuité donne son sens à la trajectoire du pays. Elle montre qu'un modèle né de gestes répétés peut dessiner une souveraineté vécue au quotidien. Elle éclaire la logique que défend discrètement Ibrahim Traoré. Un pays se relève d'abord par ceux qui s'enracinent. Les marchés réanimés, les enfants qui apprennent à nommer les cycles et les familles qui partagent les couvées forment une trame qui dépasse les chiffres. Dans cette trame, une idée s'impose, la dignité pousse là où les gestes persistent. Elle relie les villages à ceux qui les observent. Elle invite chacun à voir dans ces pratiques lentes la preuve qu'un peuple peut, même par de modestes moyens, réapprendre la liberté. Le mouvement né dans les villages du Sahel n'appartient plus seulement à ceux qui élèvent les pintades. Il appartient désormais à tous ceux qui reconnaissent, dans ces gestes lents et répétés, une manière de regagner prise sur leur propre avenir. Les couvoirs artisanaux, les marchés réanimés et les récits transmis par les radios locales composent une toile sociale où chacun peut trouver une place. Ils montrent qu'une transformation durable peut émerger sans éclat, portée par la patience et par la capacité à protéger ce qui vit. Dans cette trajectoire, la voix d'Ibrahim Traoré circule comme un fil discret qui relie les familles, les coopératives et les jeunes qui apprennent à maîtriser les cycles. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une pratique quotidienne. Elle invite à regarder différemment ce que l'on peut bâtir avec ce que l'on a déjà entre les mains. Si un désert peut recommencer à respirer, qu'est-ce qu'une communauté déterminée peut encore transformer lorsqu'elle choisit d'agir à son propre rythme ?